La fumée qui s'élève ici provient du bâtiment qui abrite le cabinet des ministres, au cœur du quartier gouvernemental fortement fortifié de Kiev. C'est une nouvelle attaque majeure contre la capitale de l'Ukraine, une escalade dans une guerre déjà marquée par d'innombrables assauts. Les autorités en Ukraine affirment qu'il s'agit de la plus grande attaque aérienne depuis le début de l'invasion à grande échelle. « 7 septembre 2025, 6h06 du matin. À Kiev, les Ukrainiens commençaient leur routine matinale lorsque soudainement le ciel s'est rempli de drones. Mais il ne s'agissait pas seulement de quelques drones, il y en avait plus de 800. Poutine a pris une décision, celle d'intensifier le conflit d'une manière inédite. Pour la première fois depuis le début de la guerre, un bâtiment gouvernemental ukrainien a été directement touché. Le plus grand bombardement aérien de l'histoire du conflit était en cours, mais pendant ce temps, quelque chose se passait de l'autre côté de la frontière. L'Ukraine ne se contentait pas de se défendre, elle préparait une riposte qui mettrait Poutine dans une situation à laquelle il ne s'attendait pas. Une riposte ressentie actuellement dans les rues de la Russie elle-même. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé hier, il faut d'abord voir l'ampleur effrayante de l'attaque russe. Il n'y a pas eu seulement les 800 drones, ce qui est déjà un chiffre surprenant. Il y a eu aussi 13 missiles, dont 9 missiles de croisière Iskander et 4 missiles balistiques. Tout cela a été lancé sur l'Ukraine lors d'une seule attaque coordonnée. L'heure choisie par les Russes n'était pas non plus une coïncidence, 6h06 du matin. C'est le moment où les gens sortent pour aller travailler. C'est quand les enfants vont à l'école. Poutine semblait déterminé à semer la terreur parmi la population ukrainienne et le résultat de l'attaque a été dévastateur. Au moins 4 personnes sont mortes, parmi lesquelles une mère et son bébé qui n'avait que 3 mois. Le souffle d'une explosion les a projetés hors de la maison. 44 personnes ont été blessées. Des immeubles résidentiels ont été touchés directement. Des étages entiers se sont effondrés. Des incendies ont éclaté à plusieurs endroits de la ville. Et voici un point que peu de gens ont remarqué, mais qui change tout. Pour la première fois depuis le début de la guerre, Poutine a franchi une ligne rouge inédite. Le bâtiment du gouvernement ukrainien a été touché. Oui, le cœur politique de l'Ukraine était en flammes. C'était un message direct à Zelensky. Aucun endroit en Ukraine n'était sûr. Maintenant, la question que tout le monde se posait était simple. Comment l'Ukraine allait-elle répondre à ces attaques ? Je suis Yulia Sviridenko, première ministre d'Ukraine. Je suis ici dans le bâtiment du gouvernement où la première cible pendant une période de guerre totale a été touchée en plein centre-ville de Kiev. Nous voyons les conséquences de cette attaque, un incendie localisé sur 800 mètres carrés. Nos secouristes continuent de travailler ici. Poutine. Eh bien, il s'attendait probablement à ce que ce ne soit qu'un autre jour de terreur, sans conséquences réelles pour la Russie. Mais il s'est complètement trompé. L'Ukraine a modifié sa position dans le conflit récemment. Ils sont passés de simples défenseurs à attaquants déterminés. Quelques heures plus tard, alors que les pompiers travaillaient encore à Kiev, la première partie de la vengeance ukrainienne a commencé. À 500 km, à l'intérieur du territoire russe, dans la région de Krasnodar, quelque chose a explosé. La raffinerie de pétrole d'Ilsk était en feu. Mais ce n'était pas une raffinerie ordinaire, c'était l'une des principales raffineries du sud de la Russie. Elle traitait plus de 6 millions de tonnes de pétrole par an. Sa localisation près de la mer Noire signifiait quelque chose de très important. Du carburant directement destiné aux troupes russes en Crimée et en Ukraine occupée. Les attaqués revenaient à couper une artère vitale de Poutine. Vous voulez savoir ce qui s'est passé après ça ? Eh bien, les autorités russes
ont fait ce qu'elles font toujours. Elles ont dit que leur défense aérienne avait parfaitement fonctionné, que seuls les débris d'un drone ukrainien étaient tombés sur la raffinerie, que l'incendie dans la raffinerie était minime et rapidement maîtrisé. Mais les vidéos racontaient une histoire différente. On pouvait voir la fumée noire s'élever haut dans le ciel. Les flammes étaient visibles à des kilomètres à la ronde. Alors qu'Ilsk brûlait encore, la deuxième partie de la riposte ukrainienne se déroulait dans la région de Bryansk. Des missiles et des drones ukrainiens ont frappé une cible encore plus stratégique, la station de pompage de l'oléoduc Droujba. Le Droujba n'est pas un oléoduc ordinaire, c'est l'une des principales artères énergétiques de l'Europe. Il transporte du pétrole russe vers plusieurs pays, dont la Hongrie et la Slovaquie. Mais il a aussi une autre fonction. Il transporte des produits raffinés de Biélorussie directement vers l'armée russe. C'était comme attaquer deux fronts en même temps, l'économie russe et sa machine de guerre. C'était la 4e fois que l'Ukraine frappait le Droujba en peu de temps. La Hongrie et la Slovaquie s'étaient déjà officiellement plaintes de ces attaques. Ils ont déclaré que leurs approvisionnements en énergie étaient menacés et ont demandé à l'Union européenne de faire pression sur l'Ukraine pour qu'elle cesse, mais Kiev ne s'est pas soucié de ces plaintes. Pour l'Ukraine, cette raffinerie de pétrole est une cible légitime tant qu'elle alimente la guerre contre elle. La 3e attaque ukrainienne, plus traditionnelle mais tout aussi importante, dans la région de Koursk. Des drones ont frappé des dépôts militaires et des concentrations de troupes russes. Koursk est crucial pour les opérations russes dans le nord de l'Ukraine. C'est là que se trouve la logistique qui approvisionne les forces qui attaquent la région de Soumy. Détruire ces dépôts signifiait affaiblir directement la capacité russe à maintenir ses attaques. En seulement quelques jours, l'Ukraine a attaqué 3 points vitaux. La production de carburant à Ilsk, le transport de carburant à Droujba et la logistique militaire à Koursk. C'était une démonstration chirurgicale de guerre asymétrique. Alors que Poutine gaspillait des centaines de drones pour terroriser les civils, l'Ukraine utilisait ses armes précisément contre des cibles qui comptaient vraiment. C'est ici que l'histoire devient vraiment intéressante. Ces attaques n'étaient pas des événements isolés. Elles font partie d'une campagne qui a commencé en août et qui cause un effet dévastateur en Russie. En effet, à la fin du mois d'août, l'Ukraine avait déjà réussi à éliminer entre 17% et 20% de toute la capacité de raffinage russe. Certains spécialistes disent que maintenant, après l'attaque contre Ilsk, ce chiffre pourrait avoir atteint 27%. La stratégie ukrainienne est brillante par sa simplicité. Les drones ukrainiens n'ont pas assez de puissance de feu pour détruire des raffineries entières, alors ils font quelque chose de plus intelligent. Ils attaquent en des composants spécifiques, des unités de craquage, des systèmes de distillation, des équipements difficiles à remplacer. Le résultat, c'est que toute la raffinerie s'arrête jusqu'à ce qu'ils puissent réparer. Et c'est là que réside le problème pour la Russie. À cause des sanctions occidentales, ils ne peuvent pas acheter les pièces spécifiques dont ils ont besoin pour réparer les dégâts. Et comme vous pouvez l'imaginer, cela provoque un énorme retard dans les raffineries. Maintenant, ils doivent gérer la maintenance normale, en plus des réparations urgentes dans les raffineries. Il y a une augmentation de 65% du nombre de raffineries hors service par rapport à ce qui était prévu. Les conséquences se font sentir dans tout le territoire russe, de la Carélie au nord-ouest jusqu'à l'extrême-orient. Il y a des signalements de pénurie de carburant. D'énormes files d'attente se forment dans les stations-service. Dans certains endroits, comme en Crimée, le carburant a été rationné. Les prix de l'essence ont explosé. Ils ont augmenté de près de 50% depuis le début de l'année. Pour Poutine, c'est un cauchemar politique, car le contrat social russe a toujours été simple. La population est restée silencieuse sur le plan politique. Et en échange, il y aurait une stabilité économique. Et dans ce sens, la guerre a été présentée comme une opération militaire lointaine, qui n'affecterait pas la vie quotidienne. Mais le manque de carburant et les prix élevés sont des problèmes qui touchent chaque Russe au portefeuille.
Cela ne peut pas être caché par la propagande, et cette pression va au-delà des frontières russes. Après l'attaque contre Kiev, le président américain Donald Trump a déclaré qu'il était prêt à passer à la deuxième phase de sanctions contre la Russie, bien qu'il n'ait pas donné de détails. Les spécialistes interprètent cela comme des sanctions secondaires, c'est-à-dire punir les pays qui continuent d'acheter du pétrole russe, comme l'Inde et la Chine. Cela créerait une tempête parfaite pour l'économie russe. D'un côté, l'Ukraine détruit physiquement la capacité de la Russie à produire du carburant. D'un autre côté, les États-Unis peuvent couper la capacité de la Russie à vendre du pétrole sur le marché international. Une guerre économique sur deux fronts qui exerce une pression immense sur le budget du gouvernement russe. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car l'Ukraine a un atout dans sa manche qui peut complètement changer les règles de ce conflit, et cet atout s'appelle Flamingo. Et non, le Flamingo n'est pas simplement un drone ukrainien de plus. Nous parlons d'un missile de croisière qui représente un saut gigantesque pour l'Ukraine. Avec une portée de 3000 km, une vitesse de 900 km/h et un poids de 1150 kg, il peut atteindre des cibles jusqu'en Sibérie. C'est plus du double de la puissance d'un missile américain Tomahawk. Le plus important, c'est que l'Ukraine prévoit de produire plus de 200 de ces missiles par mois puisqu'il s'agit d'une production nationale. Il n'est pas soumis aux restrictions imposées par les partenaires occidentaux concernant les attaques sur le territoire russe, ce qui donne à l'Ukraine l'autonomie nécessaire pour décider comment et quand utiliser ses armes. Et le plus impressionnant, c'est que le Flamingo peut mettre pratiquement toute l'infrastructure militaire et industrielle de la Russie européenne en danger. Des raffineries, des usines d'armement, des bases militaires, des centres de commandement, tout cela peut être frappé avec une précision dévastatrice. Pour Poutine, cela signifie que l'ère de la guerre à distance en toute sécurité est révolue. Acabou. Comme vous pouvez le voir, les événements récents ont marqué un changement important. La guerre en Ukraine est désormais devenue plus qu'un simple conflit d'usure sur les lignes de front. Elle est devenue une guerre réciproque de frappe en profondeur. La stratégie de terreur de Poutine est contrée par une approche plus sophistiquée, l'étranglement. Et la question qui se pose ici est simple. Regardez, Poutine a réussi à terroriser des civils à Kiev pendant quelques heures, mais il s'est réveillé le lendemain avec des raffineries en feu, des oléoducs coupés et des files d'attente pour le carburant dans ses propres villes. Tout cela en valait-il vraiment la peine? La réponse est, eh bien... Elle est en train d'être écrite dans les rues de la Russie en ce moment même. Maintenant, je veux connaître votre avis. Pensez-vous que ces attaques coordonnées de l'Ukraine ont réellement la capacité de freiner la machine russe à long terme? Laissez votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé cette analyse, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo pour que plus de personnes comprennent ce qui se passe réellement dans ce conflit. On se retrouve à la prochaine.